1940, au cœur d'une Europe dévastée par la guerre et les totalitarismes, la philosophe Simone Veil écrit un texte d'une lucidité rare, un texte bref mais d'une densité extrême, intitulé « Note sur la suppression générale des partis politiques ». Dans ce moment où les démocraties semblent s'effondrer, elle décide de remonter à la racine de ce qu'elle perçoit comme un mal politique fondamental. Cet essai est une analyse philosophique implacable qui dénonce les partis non pas comme une déviation, mais comme des obstacles structurels à la vérité et à la justice. Explorons ensemble la rigueur de sa démonstration. Notre analyse va suivre le fil de sa pensée en 5 grandes étapes. D'abord, on va sonder les origines du mal, pour comprendre d'où viennent historiquement les partis politiques. Ensuite, on définira la boussole de Veil, ces critères absolus de vérité et de justice à l'aune desquels elle juge toute chose. Après cela, on entrera dans le cœur du réacteur pour disséquer la mécanique totalitaire qui, selon elle, est inhérente à tout parti. Puis, on verra comment la contamination de cet esprit de parti s'étend bien au-delà de la seule sphère politique. Et enfin, on examinera sa proposition radicale, une politique de l'esprit. Commençons donc par le début, par la généalogie du problème. Pour Simone Veil, il faut bien comprendre que le parti politique n'est pas une fatalité. Ce n'est ni une invention universelle, ni une composante naturelle et obligatoire de la démocratie. Non, c'est un phénomène qui a une histoire, une origine bien précise, qu'elle situe dans une tradition spécifiquement européenne, continentale. Veil commence par faire une distinction qui est absolument cruciale pour comprendre son propos. D'un côté, il y a les partis de la tradition anglo-saxonne. Pour elle, ils sont nés d'une tradition aristocratique. La politique était une affaire de gentlemen et ils en ont gardé une sorte d'esprit de jeu, de compétition sportive. Il y a des règles, un certain fair-play et l'idée que l'adversaire reste un adversaire, pas un ennemi à abattre. Mais ce modèle, dit-elle, n'est pas vraiment adaptable ailleurs, car de l'autre côté, on a les partis du continent européen. Eux ont des origines plébéiennes, nés dans la lutte, dans la révolution. Et ça change tout. Il n'y a plus aucun esprit de jeu. C'est une affaire mortellement sérieuse. Ce n'est pas un match, c'est une guerre pour le pouvoir ou pour la survie d'une idée. Et c'est cette tradition-là, bien plus intransigeante, qui est au centre de son analyse. Et cette impulsion totalitaire, elle ne sort pas de nulle part. Veil l'a fait remonter à un moment précis, la Révolution française et plus spécifiquement au Club des Jacobins. Au départ, ce n'était qu'un cercle de pensée, un lieu de discussion libre, mais la pression des événements, la guerre aux frontières, la guerre civile à l'intérieur, tout ça va le transformer. Sous le régime de la terreur, la suspicion devient la norme. La guillotine devient un argument politique. Le club se mue alors en un parti au sens moderne, une machine qui impose une discipline de fer. L'opinion individuelle doit s'effacer complètement devant la ligne officielle, sous peine d'être accusée de trahison. C'est de cette expérience traumatique qu'émerge, selon elle, le modèle du parti continental. De cette matrice jacobine naît alors une idée terrible, un principe qui va hanter toute la politique européenne, et qu'elle résume ainsi. Un parti est au pouvoir et tous les autres en prison. La politique cesse d'être un dialogue pour devenir une lutte à mort pour le contrôle absolu. Mais il y a une autre influence, plus ancienne encore, qui vient compléter ce tableau. C'est celle de l'Église catholique dans sa lutte contre l'hérésie. La pratique de l'excommunication, de l'anathème, l'idée qu'il faut soumettre sa pensée à un dogme intangible, tout cela a, selon Veil, créé un moule spirituel que les partis politiques, bien plus tard, n'auront qu'à laïciser pour exiger de leurs membres la même fidélité intellectuelle absolue. Maintenant que le contexte historique est posé, il faut comprendre avec quels outils Veil juge les partis. Quelle est sa boussole ? Avant de critiquer, elle a besoin d'établir un critère de jugement qui soit stable, qui soit absolu. Et pour ça, elle se détourne des concepts politiques habituels comme la démocratie, qu'elle juge relatifs, pour se tourner vers des absolus philosophiques. Pour elle, c'est très clair. Le bien ne se mesure pas en nombre de votes ou en popularité. Il ne peut être jugé qu'à l'aune de critères qui ne changent pas, la vérité, la justice et seulement en troisième lieu, l'utilité publique. Des notions comme la démocratie, la souveraineté du peuple, ce ne sont que des moyens, des outils. Et comme tout outil, ils peuvent être bien ou mal utilisés. Un peuple peut parfaitement voter démocratiquement pour le mensonge ou l'injustice. Ces moyens ne sont donc légitimes que s'ils servent réellement ses fins supérieures. Ils ne sont jamais une fin en soi. L'idéal politique vers lequel il faudrait tendre pour Veil, c'est celui qui est incarné par la notion de volonté générale de Rousseau. Attention, il faut bien comprendre ce que c'est. Ce n'est pas du tout la somme des volontés de chacun, ou la volonté de la majorité. C'est bien plus subtil. C'est une volonté collective qui émerge quand les passions particulières de chacun, les intérêts égoïstes, les peurs, les désirs, s'annulent mutuellement. Une fois ce breu des passions neutralisé, il ne resterait que la part de raison, qui est identique en chaque être humain, et qui, seule, peut vraiment discerner ce qui est juste pour tous.
Le problème, c'est que pour que cette volonté générale puisse vraiment exister, Rousseau et Weil posent des conditions extraordinairement difficiles à réunir. La première, la plus importante de toutes, le peuple doit être totalement exempt de passion collective. Toute émotion de groupe, toute ferveur collective agit comme un parasite qui rend la voix de la raison inaudible. La seconde condition, c'est que le peuple doit se prononcer sur des problèmes concrets, des lois, des choix de société, et non pas sur le choix de personnes ou de groupes de personnes. Parce que choisir des hommes, c'est déjà céder à une forme de passion, d'idolâtrie, et c'est surtout déléguer sa propre pensée. Et le constat de Weil est simple, nos démocraties, à cause des partis, ne remplissent quasiment jamais ces deux conditions. Cette citation de Weil est fondamentale. Elle met le doigt sur un paradoxe terrible. La passion collective, celle que les partis sont experts à fabriquer, n'est pas qu'une simple addition de passions individuelles. C'est une force bien plus sombre, une sorte de monstre collectif qui peut pousser des gens à commettre des actes ou à croire des mensonges qu'ils n'auraient jamais acceptés seuls. Et face à cette caricature de volonté générale, la conscience d'un seul individu, silencieux et seul avec sa raison, a paradoxalement plus de chances de s'approcher de la justice. Alors on a vu l'idéal d'un côté, avec la volonté générale. Maintenant, Weil nous confronte à la réalité. Elle passe au scanner la nature même, la nature intrinsèque des partis politiques, pour en dégager les caractéristiques essentielles, celles dont ils ne peuvent, selon elle, jamais se défaire. Son diagnostic tient en 3 points. Premièrement, un parti politique est, par définition, une machine à fabriquer de la passion collective. C'est son essence, son carburant. Sans passion, pas de mobilisation, pas de pouvoir. Deuxièmement, toute sa structure est organisée pour exercer une pression psychologique constante sur la pensée de chaque membre pour s'assurer que tout le monde pense et dit la même chose. L'unanimité est la règle. Et troisièmement, son but réel, son but ultime, ce n'est jamais le bien public, qui est une notion vague et extérieure au parti. Non, son seul et unique but, c'est sa propre croissance, sa propre puissance. Et cette croissance n'a, par définition, aucune limite. La conclusion de Weil est directe, et elle est glaçante. À cause de cette triple nature, elle affirme que tout parti, absolument tout parti, sans aucune exception, est totalitaire, en germe et en aspiration. S'il ne le devient pas dans les faits, ce n'est pas parce qu'il est vertueux, c'est uniquement parce que d'autres partis, qui sont tout aussi totalitaires dans leur aspiration, l'en empêchent. C'est une sorte d'équilibre de la terreur qui nous protège, pas la nature des partis eux-mêmes. Et pour l'individu, quel est le prix à payer ? Il est immense. Adhérer à un parti, c'est accepter par avance de dire publiquement « le parti a raison », même quand, au fond de soi, sa conscience dit le contraire. C'est une trahison. C'est renoncer à l'obligation la plus fondamentale de l'être humain, n'être fidèle qu'à sa propre lumière intérieure, à sa propre recherche de la vérité. C'est, pour le dire simplement, un acte de servilité de l'esprit, une démission de la pensée. Mais le vrai drame, selon Simone Weil, c'est que ce problème ne s'arrête pas aux portes des parlements. Cet esprit de parti, cette habitude de penser pour ou contre, s'est propagé partout. Elle utilise un mot très fort, c'est une lèpre qui a infecté l'ensemble de nos manières de penser, dans tous les domaines. Le premier symptôme de cette maladie, c'est la destruction du rapport à la vérité. Pour Weil, la vérité ne se possède pas, elle s'approche par un effort qu'elle appelle l'attention. C'est un acte de l'âme, une disponibilité à la réalité. Le parti, lui, remplace cet effort par l'adhésion. On ne pense plus, on choisit une opinion comme on choisit un vêtement. La question fondamentale n'est plus « qu'est-ce qui est vrai ?», mais « quelle est la position de mon camp ?» L'exemple typique qu'elle donne, c'est celui d'un politique à qui l'on demande d'exposer le point de vue communiste ou le point de vue socialiste. Pour faire ça, il est obligé de mettre sa propre intelligence, sa propre conscience entre parenthèses. Et cette logique binaire, on la retrouve absolument partout. À l'école, on n'apprend plus aux élèves à examiner une question sous toutes ses facettes, mais on leur demande d'écrire une dissertation pour ou contre. Dans le monde de l'art, les écoles comme le surréalisme ou le cubisme fonctionnent exactement comme des partis, avec leurs dogmes, leurs manifestes et leurs excommunications. Dans le domaine scientifique même, une théorie comme celle d'Einstein a créé des camps de pros et d'anti, des gens qui prenaient parti souvent sans même la comprendre. Et ça va jusqu'à la religion, où la foi, qui devrait être une expérience intérieure, se transforme en militantisme. On est pour le Christ, comme on est pour une équipe de football. Face à un diagnostic aussi sombre, on pourrait s'attendre à une conclusion désespérée. Mais ce n'est pas le cas. Simone Weil ne s'arrête jamais à la critique. Elle va jusqu'au bout de sa logique et propose une solution. Une solution qui est à la hauteur de son analyse, radicale et simple. La suppression générale des partis politiques. Essayons d'imaginer à quoi ressemblerait ce monde sans parti. D'un côté, on a le système actuel, des blocs rigides, des candidats qui se présentent avec une étiquette, une discipline de vote qui force les élus à voter contre leur conscience.
De l'autre côté, le système proposé par Weil. Les candidats se présenteraient en leur nom propre en défendant des idées concrètes sur des problèmes précis. Au Parlement, les élus seraient libres. Ils formeraient des alliances de circonstances, mouvantes sur des sujets spécifiques. Une alliance pourrait se faire sur une question économique et se défaire sur une question de société en fonction des convictions réelles de chacun et non d'une loyauté à un appareil. Concrètement, comment faire? Dans son principe, c'est simple. Une loi déclarait que les partis politiques sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la démocratie et les interdirait. Les candidats n'auraient le droit que de présenter leurs idées personnelles. Bien sûr, Weil n'est pas naïve. Elle sait que des milieux d'idées continueraient d'exister, par exemple autour de journaux, de revues. Mais la règle serait stricte. Ces milieux n'auraient pas le droit de se transformer en parti. Pas de liste de membres, pas d'étiquette, pas de discipline de vote, pas de soutien officiel à un candidat. L'objectif est de casser la rigidité, de préserver la fluidité de la pensée et de redonner la primauté à la conscience individuelle sur l'appartenance collective. Au fond, tout l'argumentaire de Simone Weil se résume peut-être dans cette phrase terrible de lucidité. Partout, dans tous les domaines, le réflexe de prendre parti, de choisir un camp, de dire pour ou contre, a remplacé ce qui est pour elle l'obligation la plus sacrée de l'être humain, l'obligation de penser. La question finale que Simone Weil nous laisse est vertigineuse. Si la structure même de notre débat public, l'outil que nous utilisons tous les jours, est en fait conçu pour nous empêcher de penser et pour étouffer en nous le sens de la vérité et de la justice, alors que reste-t-il? Que signifie, dans ce contexte, l'acte de penser par soi-même? Peut-être devient-il la plus grande et la plus nécessaire des résistances.